Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle semaine, nouvelle émission et nouveau développement de l'actualité, de la protection sociale, de l'éducation et de la promotion de la littérature sur Eco 5. Dans la première manche de Les Écritures à Mahuatican reçoit le journaliste culturel Eric Azané qui va nous présenter l'œuvre intitulée Les enfants n'oublient rien d'Ousmane Aledji. Dans la deuxième ligne de la même rubrique, Arim Lassissi se propose de montrer la nuance entre les verbes apporter et emporter. Au cœur de la rubrique Éduquons, le débat se fera autour de la mesure d'interdiction du choix des séries au premier cycle. Évariste Gokunon, quant à lui, dans Entretien, illuminera nos connaissances sur la construction du plan en dissertation avec la consigne commenter. Fait divers en sommité, eh bien, peut-on se donner la mort après une rupture de la relation amoureuse? C'est la grosse interrogation qui a fait vibrer tous les internautes cette semaine. Bienvenue à tous et à toutes. C'est parti pour 1h30 d'émission. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est Eco 5 et nous sommes avec Eric Azané, journaliste culturel, auteur du poème Ruban, ailleurs presque nulle part. Bonjour. Bonjour Habib. Alors nous venons de suivre la diva, la grande sœur Angélique Kidjo. Vous qui êtes journaliste culturel, un mot à l'endroit de cette star.
Bon, c'est toujours un plaisir de l'avoir ce produit, que ce soit en concert comme dans une vidéo. Et ce que nous venons de voir, ça date de quelques semaines ou mois encore. Bien sûr. Et on peut remarquer que celle que vous avez appelée la diva, elle en est une, n'a pas véritablement pris de ride, que ce soit concernant sa performance vocale, que physiquement. Elle est toujours au point et donne toujours du plaisir à la voir. Merci beaucoup, Eric Kazané. Vous êtes ici pour la littérature et la littérature est assurée par mes chers chroniqueurs littéraires. Arim Lassisi, bonjour. Bonjour, Abib. Amawatikan. Oui, bonjour, Abib. Toujours en forme, en marche longue. Toujours. Ok. On va pas faire une description de Amaou. On est là pour la littérature et c'est la littérature avec vous pour la première manche de cette rubrique Les Écritures. Ok. Bonjour Eric Kazané. Bonjour Amaou. Oui. Abib Mweni vous présentait tout à l'heure comme journaliste culturel. Et cela est vrai. Pour avoir produit des articles sur des écrivains comme Date Tatabambiakai, Renou Koanou, des artistes chanteurs comme Ramon. Il y a également... Il a même un site d'information culturelle qu'il anime. Il est auteur, n'est-ce pas, à part le point ruban ailleurs presque, n'est-ce pas, oui. Il est également auteur, n'est-ce pas, d'une pièce de théâtre paru dans un collectif. Bien sûr, publié chez l'édition Pluriel, Infiltration. Voilà. Alors, ce lundi 20 avril 2020, vous voulez partager avec nous votre lecture de Les enfants n'oublient rien de Ousmane Halédji. Alors, dans les premières lignes de l'avant-propos à son essai politique, Un peuple calme est inquiétant, Ousmane Halédji écrivait exactement ceci. On y va. Oui, il m'arrive de parler d'autre chose que de théâtre, d'art et de culture. Fin de citation. À la lumière de cette confession, vous voudrez bien nous dire très brièvement qui est l'homme. Alors, ça va être un exercice difficile de dire qui est Ousmane Halédji. Oui. Tant l'homme est géant. Oui, bien sûr. Physiquement déjà, que dans ses œuvres, dans ses entreprises, ce qu'il le fait. Mais pour faire bref, Ousmane Halédji, c'est un homme, un artiste engagé qui, que ce soit à l'écriture comme sur scène avec la mise en scène, que en entreprise ou en entrepreneuriat culturel, est quelqu'un qui est engagé et marque cet engagement dans tout ce qu'il fait. C'est un homme de conviction et artistique Africa, qui est le centre culturel qu'il dirige, qu'il a fondé. Bien sûr, oui. Sa présence, son existence ne dément pas tout ce que je suis en train de dire. Donc, Ousmane Halédji, c'est un écrivain, metteur en scène et homme d'engagement béninois qui aujourd'hui occupe des fonctions qui lui permettent de faire la somme de tout ce qu'il a pu acquérir toutes ces années et de les mettre au service de l'État en conseillant le chef de l'État. C'est ça. Okay. Alors, l'histoire dans Les enfants n'oublient rien. Lucha, un propriétaire de boîte de nuit, est enlevé par deux hommes masqués. Les yeux bandés, ils lui font traverser une campagne par une ruelle bien isolée la nuit. Sur toute la distance, les ravisseurs restent totalement muets et ne répondent que par la violence physique à leur otage par intermittence. Lucha fait seul un long monologue en imaginant les possibles réponses de ses interlocuteurs silencieux. Quand il est débarrassé du bandeau, il reconnaît une photo qui renvoie à son passé d'agent tueur dans son pays d'origine. Yes. Alors, j'ai noté, au-delà de l'intrigue, une évolution fondamentale de l'écriture dramatique dans cette œuvre. Je convoque deux pièces du même auteur, Pourrissement et Omomi. Si la première compte 6 personnages, le drame, c'est-à-dire action, est bien présent
dans la seconde, alors que dans les enfants n'oublient rien, les personnages sont réduits à 2 et l'action n'est incarnée que dans les didascalies. Alors, je voudrais savoir ce qui peut motiver ce choix de la part de l'auteur. Alors, nous, vous comme moi, allons analyser et le choix artistique, véritablement ce qui le fonde, le créateur, donc celui dont nous parlons, Ousmane Haledji, le sait. Mais il faut remarquer que Ousmane Haledji est un permanent chercheur de l'esthétique et de la beauté. Et dans ces créations, qu'on parte de Kader Moubel-Amand jusqu'à Les enfants n'oublient rien, et même celles qui ne sont pas sorties, publiées en livre, ces pièces ont une certaine originalité et dénotent de la maîtrise de l'homme, du théâtre, de l'évolution du théâtre, que ce soit sur la scène, que dans les livres, dans les pages. Et il essaye à chaque fois d'apporter de l'originalité dans ce qu'il crée. Vous avez parlé tantôt de pourrissement. Avec pourrissement, on a des personnages, 6 personnages. Homomie, c'est beaucoup plus complexe. Vous voyez que le texte évolue. Vous vous demandez si c'est de la narration ou si c'est du théâtre. Lorsqu'on en vient à Les enfants n'oublient rien, vous remarquerez qu'il y a 2 ravisseurs et un otage, une victime. Mais en réalité, lorsqu'on va jouer cette pièce, il y a de fortes possibilités que ce soit un monologue. Parce que il y a certes 3 personnages annoncés, mais en réalité, c'est une seule personne et un personnage qui prend la parole et qui dit tout ce qui se passe. Il se répond à lui-même parfois. Les autres lui donnent juste des coups et le poussent, le trimballent. Et là, déjà, on peut remarquer le choix et l'évolution, parce que de 6 personnages dans une pièce, on en est arrivé à 3. Et même ces 3 il y a 2 qui sont en griffe fictifs, des figurants, et il n'y a qu'un seul personnage en réalité. Et donc, oui, de l'originalité et de l'écriture nouvelle du théâtre. Oui, mais est-ce qu'on peut mettre en scène une telle pièce? Tout à fait. C'est en cela que la mise en scène est un acte hautement de création. Et quand un metteur en scène va choisir cette pièce, quelqu'un peut décider de les parties où on est en train de courir, on peut décider de le faire assis. Quelqu'un d'autre peut décider de le faire devant un écran, comme si c'est un film qu'on suit. D'ailleurs, quand vous ouvrez le livre, vous commencez par l'ouvrir, il y a des didascalies qui annoncent comme des séquences de films violents. Et à chaque fois que vous tournez des pages, c'est comme si vous étiez devant votre poste téléviseur zappant des chaînes avec votre télécommande. Et chaque fois, vous tombez sur des images, des scènes tout aussi choquantes. Donc, oui, la mise en scène ici pourrait faire appel à beaucoup de créativité. On pourrait y mettre, si on veut, du cinéma. Ou encore, on s'assoit, 2 ou 3 personnes s'asseyent ou restent debout et le spectacle se passe. Donc, autrement dit, Ousmane Haledji laisse un espace pour la créativité du metteur. C'est ça, absolument. C'est ça. Nous allons écouter un extrait de la page 54. 54, on y va, oui. La mort est une banalité, mais tuer quelqu'un comme moi est un privilège réservé aux vertueux de haut grade. Je ne parle pas des petits arracheurs de sacs qui vous enfoncent un long doigt dans le derrière et un couteau rouillé dans l'estomac. Non. Je parle des systèmes odieusement hulés, propriétaires des banques, des satellites et des puits de pétrole. Vous me suivez? Ces systèmes qui offrent des bains de sang et des fosses communes gratuitement aux médias. Le genre qui peut s'offrir par caprice 3 limousines blindées, gardes du corps sophistiqués et des putains manufacturés sous la table. Voilà un extrait lu par Araïm Lassassi. Alors, ce que je veux dire à travers cet extrait, on voit
proprement une sorte de plutocratie, n'est-ce pas, un pouvoir géré par rien que les nantis, assez proprement, n'est-ce pas, décrit dans cet extrait-là. Alors, je dirais que le prisme politique, n'est-ce pas, est bien présent dans l'ouvrage comme autant dans Pourrissement. Oui. Alors, quel est selon vous le symbolisme des personnages Lucha et les deux personnes masquées? Alors, les deux personnes masquées et Lucha, on peut les voir comme le peuple et l'État, mais pas l'État. L'État dans ses formes obscures et sales. Vous voyez, on dit, Jean-Paul Sartre l'a dit, enfin, les mains sales, dans les mains sales, montrer un peu que le pouvoir, ou ces escarcelles du pouvoir, il y a un peu de pourriture et de saleté. Et quand on prend les services de renseignement, leur agissement, tout ce qu'ils font, c'est lié généralement à un État. Et le temps qu'un État peut perdre en suivant ou en traquant des gens pour les effacer, comme le terme a été employé à la page 110 du test, et en voulant supprimer des vies ou en voulant régler des comptes, c'est beaucoup de temps que nous perdons sur la route du développement. Nous parlons de l'Afrique là en général, et Lucha peut être perçu comme le peuple et les autres comme l'État. On peut même inverser les rôles, parce que Lucha, dans un passé, a été ce que les autres là sont en train de faire. Il a été bourreau également. Exactement. Et c'est justement parce que Lucha a tué ou supprimé ou effacé la maman de l'un des ravisseurs qui avait 3 ans à l'époque. Ils sont revenus aujourd'hui pour se venger. On peut se questionner sur l'utilité des vengeances ou des règlements de compte. Qu'est-ce qu'on y gagne en réalité? Et est-ce que cela ne va pas aussi nous amener à bien nous comporter, à revoir nos rapports avec nos semblables qui sont comme nous en réalité? Donc, alors, Ousmane Aledji fait alors une escapade dans la politique, c'est ça? Oui. Pour en sortir ce qui mène véritablement la politique en Afrique. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait tout à l'heure Eric Azandé, c'est que le personnage Lucha, n'est-ce pas, qui se retrouve dans la position de victime, n'est-ce pas, n'est pas à proprement parler et totalement une victime. Alors, il a été, comme il a dit tout à l'heure, un bourreau, n'est-ce pas? Il était comme la main agissante, n'est-ce pas, du pouvoir, n'est-ce pas, dans le passé. Et il revient maintenant, il revient comme une victime. Donc, et si, n'est-ce pas, Lucha peut symboliser dans un espace, n'est-ce pas, le peuple, n'est-ce pas, c'est que Ousmane Aledji est en train d'évoquer la responsabilité, la complicité, n'est-ce pas, du peuple par rapport aux agissements, n'est-ce pas, dans les milieux, c'est dans l'environnement politique. Voilà. Ça veut dire que, autrement dit, tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive au peuple, en un seul mot, il en est aussi responsable, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr, et, en tout cas, pour beaucoup. Pour beaucoup, oui. Alors, l'un des ravisseurs, Tutuya Georges, alias Lucha, serait-il le petit garçon qu'il a probablement manqué de tuer lors d'une de ses nombreuses missions, d'où le titre Les enfants n'oublient rien, où toute la pièce est onirique, c'est-à-dire que Lucha est hanté par l'image du petit garçon. C'est en cela aussi, avant de répondre à votre question, que l'écriture de Ousmane Aledji est totalement nouvelle. C'est en termes de théâtre, parce que c'est dans le genre de la nouvelle qu'on se retrouve à se questionner sur qu'est-ce qui s'est passé en réalité. À la fin, on se dit, alors, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Généralement, au théâtre, le coup de théâtre tombe, c'est-à-dire le dénouement, on le voit et on sait ce qui s'est passé. Mais ici, il faut faire des recoupements de faits pour se rappeler et se rendre compte que c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Mais la probabilité est forte que ce soit l'un des deux ravisseurs, soit le garçon dont la maman a été tuée. Mais en réalité, lui,
il n'a pas eu la malchance de mourir, il a survécu et maintenant, puisqu'il n'oublie rien, il a pu maintenant en posture d'agir, tracer Lucha qui n'est qu'un... Tracé et traqué. Tracé et traqué. Oui. Lucha qui n'est qu'un tenancier de bar, comme lui-même le dit, et lui régler ses comptes. Très rapidement, on a encore une seconde. Ok. Oui. Alors, il y a dans les enfants n'oublient rien, le monologue, n'est-ce pas, de Lucha, une évocation de la mort, n'est-ce pas, au-delà de l'évocation de la mort, une sorte d'hymne, n'est-ce pas, à la tuerie, voilà, n'est-ce pas, à l'assassinat. Ça me rappelle le film Accident Man, n'est-ce pas, avec l'acteur Scott Adkins. Alors, je voudrais savoir si, est-ce que le créateur, l'auteur, n'est-ce pas, ne trouve, n'est-ce pas, que la mort comme issue, n'est-ce pas, de règlement de cette... Déjà, la toute dernière question, hein, oui. Ousmane Aledji, vous avez, si vous faites attention dans Pourrissement, qui est là, et même dans Cadavre, mon bel amant, la violence caractérise un peu son écriture, et ça rappelle le théoricien du théâtre français, Antonin Artaud, qui parle de théâtre de la cruauté. Parce que selon Antonin Artaud, par la cruauté, ce n'est que désormais par la cruauté qu'on peut arriver à toucher les gens. Qui, dans un monde où il y a tellement d'immondices, il y a tellement de barbarie, avec la cruauté, on peut leur montrer le miroir, le reflet d'eux-mêmes pour que les gens soient touchés. Mais qu'est-ce que le théâtre sans catharsis en réalité? C'est d'où toute l'importance que toute l'écriture, la signature du créateur dont nous parlons, Ousmane Aledji, avec la violence. Mais si il y a la mort, il y a la violence dans le travail de Ousmane Aledji, il y a aussi d'autres raisons. Nous avons eu l'occasion de faire un travail là-dessus. C'est peut-être trop tôt pour en parler. Ça sortira dans un livre où on en a beaucoup plus parlé. D'accord. Merci beaucoup, Eric Azané. Je rappelle. Il sera là. Il sera là incessamment, oui, pour discuter de son poème. Ailleurs, presque nulle part. Avec plaisir. Merci d'avoir été des nôtres ce dimanche. Vous restez, hein, on va écouter le Harim Lassisi autour de la nuance qu'il veut nous apporter sur les deux verbes emporter et apporter. Alors, qu'est-ce qu'on en dit, Harim? Alors bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour le plateau. Bonjour, oui. Bonjour mon journaliste culturel, Amaou. Oui, bonjour. Habib. On y va. Alors, il y a 4 verbes que nous utilisons souvent, mais à travers. Il y a emporter, il y a apporter, il y a amener et emmener. Le plus souvent, nous utilisons le premier venu. Ce qui nous vient à l'esprit, premièrement, c'est ça que nous employons. En réalité, ce ne sont pas des synonymes, ce ne sont pas des verbes qui veulent signifier la même chose. Par exemple, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons aborder le premier cas, apporter, emporter. Alors, apporter, d'abord, c'est un verbe qui nous vient du latin, apportare, qui veut dire porter quelque chose à quelqu'un. Porter quelque chose à quelqu'un. Alors, le verbe induit alors un mouvement d'un point A à un point B. Porter quelque chose à quelqu'un. Ça sous-entend un déplacement d'un point A à un point B. Bien sûr. Alors, je peux donner comme exemple, je dis, il apporte une pomme. Il apporte une pomme. D'accord? Et l'idée de déplacement est toujours présente. Je peux encore donner d'autres exemples comme je dis j'apporte mes crayons en cours. Oui. Et pourquoi toujours on emploie le verbe apporter avec les choses? Parce que il apporte une pomme, j'apporte mes crayons. C'est d'ailleurs
la spécialité. Ce qui différencie le verbe apporter de peut-être amener, c'est que le verbe apporter, ça s'emploie avec sur des choses ou un objet inanimé. D'accord. Inanimé, une chose ou un objet inanimé. D'accord. Et l'exemple d'une pomme qui est un fruit. D'accord. Et apporter peut être construit également avec des choses abstraites. Je dis, j'apporte mon aide, c'est-à-dire prêter main forte à quelqu'un dans un projet, dans l'atteinte ou bien dans l'accomplissement d'une tâche. J'apporte mon aide. L'aide ne se voit pas, c'est abstrait. D'accord. Donc apporter peut être également construit. Il peut se construire également avec des choses abstraites. Je peux également dire, j'apporte des exemples pour illustrer des arguments. C'est toujours apporter. Alors, maintenant, quelle différence, quelle nuance fait entre maintenant apporter et emporter? Je peux dire d'ores et déjà que emporter également se construit avec des choses et aussi des objets inanimés. Quand on dit inanimé, c'est le contraire d'animé. D'accord? Et inanimé, maintenant, la différence, la nuance ici entre apporter et emporter, ça se situe exactement au niveau du mouvement. Là-bas, nous avons parlé d'un mouvement d'un point A à un point B. Mais ici, emporter nous éloigne du lieu dont on parle. Quand je donne un exemple, je dis, j'emporte mes clés pour aller chercher ma voiture. J'emporte mes clés pour aller chercher ma voiture. Le lieu dont on parle ici, vous allez voir que le lieu B, le lieu de destination, l'expression, le verbe emporter nous éloigne de ce lieu-là et montre directement qu'il y a peut-être un trafic à faire avant d'aller vers ce lieu-là. Et l'accent est beaucoup plus mis sur le lieu de destination. J'emporte mes clés pour aller chercher ma voiture. Oui, Amaou. Alors, de ce qu'il explique, n'est-ce pas, on peut simplement, n'est-ce pas, dire que apporter prend en compte un mouvement, c'est-à-dire un aspect extérieur, n'est-ce pas? Bien sûr. Et emporter maintenant prend un aspect intérieur. Très bien. C'est ce que je Eric, vois. Oui, c'est ça, c'est apporter. C'est un peu les notions de paronymie, parce que quand apporter, emporter, c'est comme éruption. C'est ça. Et ici, il y a même un usage populaire de petits plastiques pour aller manger avec, on dit emporter. C'est nous, typiquement béninois, je crois. Quand vous voulez acheter du riz et pour aller manger à la maison, le plastique dans lequel on vous le met, on l'appelle emporter. Donc l'acte de partir avec et apporter venir avec, je sais pas. C'est un peu ça. Oui, vas-y, oui, on y va, oui. Alors, une fois, ce que je peux dire, tu as une question? Non, pas du tout, allons-y. Bon, et alors le focus serait mis maintenant sur le verbe amener, et ça fera dimanche prochain. Dimanche prochain, donc apporter, emporter, les enfants n'oublient rien, c'est la littérature qui triomphe. Merci mes chers chroniqueurs d'avoir développé des thèmes aussi intéressants. Merci à vous Eric Azandé, journaliste culturel. Vous avez promis revenir, hein? Avec plaisir. Avec plaisir. Nous allons retrouver en entretien Évariste Gokounon tout de suite autour de la dissertation. Mais avant, on écoute et on revient. Sergi on the beat. Ma chérie, je l'ai marié, je suis heureux. Mais les non mis un problème, moi y'en barreau là. Les gens parlent matin, midi, soir. Mais je m'en fous tant que je suis amoureux et voilà. Les gens me disent attention, attention, attention. Les gens disent attention, 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 danger. Non, c'est attention, attention, attention. Les gens disent attention, 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 danger. Ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à
Maintenant même beaucoup. Pour notre monnaie que raté, car je ne pourrais pas supporter son caractère. Et qu'après 2 mois on pourra karaté, que notre chambre sera qu'un ring de karaté. Paraît-il qu'elle est impolie, ça c'est mon problème, oh. L'épouser c'est une folie, c'est pour ça que je l'aime, oh. Nul n'est parfait, tout le monde a ses défauts. Et moi il vient au mieux, je dis ça parce que parfois les gens me disent attention, attention, attention. Les gens disent attention, 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 danger. Non c'est attention, attention, attention. Les gens disent attention, 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 danger. Ils n'ont qu'à parler, ils n'ont pas nommé. Ils n'ont qu'à parler, ils n'ont pas nommé. Ils n'ont qu'à parler, maintenant même beaucoup. Pourquoi nous peur, et même on me plaisir. Yo boy ne on chéri coco chewe. Et ma hypine nous mio, je dis ça car c'est elle que j'ai choisi. Nul n'est parfait, tout le monde a ses défauts là. Et madame nous mio, je dis ça parce que parfois les gens me disent attention, attention, attention. Les gens disent attention, 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 danger. Non c'est attention, attention, attention. Les gens disent attention, 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 danger. Ils n'ont qu'à parler, ils n'ont pas nommé. Ils n'ont qu'à parler, ils n'ont pas nommé. Ils n'ont qu'à parler, maintenant même beaucoup. Pourquoi nous fait peur, et même on me plaisir. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Nous sommes dans la rubrique Entretien avec Évariste Gokounon, professeur de lettres dans des lycées et collèges du Bénin. Bonjour. Bonjour Habib. Avez-vous un vol pour une maîtrise maximale en dissertation et nous avons déjà fait des séries d'émissions autour de comment identifier le problème posé et comment construire le plan avec la consigne discutée. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire le plan avec la consigne commentée. Tout à fait, tout à fait. Pour construire le plan du corps du devoir d'un sujet de dissertation et qui a pour consigne commenter ou les autres consignes de la même catégorie telles que justifier, expliquer, illustrer, il existe 2 possibilités fondamentales. La première possibilité, c'est que le sujet offre lui-même plusieurs aspects de la question qu'on peut organiser en grand 1 et en grand 2. Bien souvent, les enseignants attendent cette possibilité avant de donner cette consigne. Je donne juste un exemple. On y va. Non, un exemple vulgaire, peut-être pas vulgaire, parce que je vais donner l'exemple sur toi. Ah bon? Donc, un bon exemple terre à terre. Si on dit par exemple, Habib est beau et intelligent. Oui, c'est ça. Habib est beau et intelligent. Et le sujet pose le problème de la beauté, de l'intelligence de Habib. C'est ça. Là, on mettra grand 1, beauté de Habib, grand 2, intelligence de Habib. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est comme cela. On peut aller jusqu'à 3 éléments. Cela ne va pas amener le candidat à créer 3 grandes parties. On peut dire, Habib est beau, intelligent et sage. Le grand 1 peut parler de la beauté et de l'intelligence d'Habib et le grand 2 de la sagesse d'Habib. Donc, alors... Ça, c'est une possibilité. Maintenant, si vous avez un sujet... Donc, ça veut dire que le plan du corps du devoir avec la consigne commentée admet 2 parties, rigoureusement. 2 parties, rigoureusement. Et il n'est pas question de mettre grand 1, explication du sujet, et grand 2, commentaire. Non, 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 non. Le grand 1 est une thèse, le grand 2 aussi est une thèse. Et les thèses doivent être expressives, elles seront reconduites dans le développement
Et dans le plan, si on a utilisé des phrases nominales, on les transforme en phrases verbales dans le développement et ce sont les thèses à développer. Alors, il y a combien de possibilités pour l'élaboration d'un Ça, c'est la première possibilité et nous allons donner une illustration. On va aller alors directement dans la pratique. Oui, dans la pratique. Avant de parler de la deuxième possibilité. D'accord, alors je donne un sujet rapidement. La littérature nous apporte un plaisir esthétique. Je ne sais en revanche comment elle peut m'aider à mener le combat pour l'homme à l'heure actuelle. Donc voilà la citation. Commente ces propos de Jean Pliat, extrait de la page 5 de Sepia, revue culturelle et pédagogie francophone. Voilà. Très bien. Là, le sujet pose le problème de l'inefficacité de la littérature face aux problèmes actuels de l'humanité. Mais nous voyons clairement deux aspects de la question là. D'abord, vous dites, la littérature nous apporte un plaisir esthétique. Ça, c'est positif. Ensuite, je ne sais en revanche comment elle peut m'aider à mener le combat pour l'homme à l'heure actuelle. Oui. C'est d'ailleurs cette phrase qui est la plus importante du sujet. Bien sûr. Est-ce que vous voyez c'est un peu une sorte de concession. Jean Pliat, on le connaît, c'est un grand littéraire. Il ne saurait tenir ce genre de propos sur la littérature sans d'abord relever quand même quelque chose qui est positif. Oui. C'est pourquoi donc le grand 1 ici va s'occuper de l'aspect positif. Donc la littérature procure du plaisir esthétique. C'est ce qu'on va montrer au niveau du grand 1. Au niveau du grand 2, c'est là qu'on va montrer que la littérature n'apporte pas des solutions aux problèmes actuels de l'homme. Est-ce qu'il est possible de prendre le contre-pied d'un sujet lorsqu'on est en présence de la consigne commentée? Non, là c'est dangereux. C'est dangereux. La consigne commentée, les autres consignes, ceux que nous venons de citer, n'autorisent pas cela. Toutefois, dans la conclusion, la dernière phrase de la conclusion, qui est l'ouverture, pourrait évoquer brièvement des réserves rapidement. Ce n'est pas à développer. Donc, les réserves peuvent être exprimées en une phrase et cela peut tenir lieu d'ouverture, simplement. Merci. Alors, nous allons rapidement aller au niveau de la deuxième possibilité. Oui, la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est que le sujet offre un seul aspect de la question. Le sujet offre un seul aspect de la question et là, contrairement à la pratique, lorsqu'on a parlé ici du plan avec les consignes du type discuter, où c'est le grand 1 qui découle du problème, ici c'est le grand 2 qui découle du problème. Et le grand 1, quant à lui, aborde des questions de clarification conceptuelle. Et je vais toujours partir de l'exemple terre à terre avant que vous ne donniez votre exemple à faire là. L'excision. Si quelqu'un dit par exemple que l'excision est une pratique ignoble à éradiquer des traditions africaines, on dira simplement que ce sujet pose le problème de la nécessité de suppression de l'excision des traditions africaines. Si le grand 1 prend en compte déjà cet aspect, si on met grand 1, nécessité de suppression de l'excision des traditions africaines, tout le sujet est traité là. On n'aura plus rien à dire dans le grand 2. Et c'est cela qui fait que certains ont de difficultés à trouver deux parties pour les plans des sujets qui sont avec la consigne commentée. Alors, c'est le grand 2 qui accueille cela. Et le grand 1 aborde des questions qui permettent de mieux comprendre le grand 2. Ainsi, avant d'aller véritablement parler de la nécessité de suppression de l'excision, au niveau du grand 1, on peut montrer à l'auteur de la citation et aux adeptes de cette pratique-là qu'on les comprend bien,
qu'on comprend très bien leur motivation, ce qui les amène à instituer ou bien à adopter cette tradition. Cependant, ces raisons ne sont pas suffisantes pour qu'on continue avec cette pratique. Donc, le grand 1 peut s'intéresser aux raisons de l'institution de l'excision. Et là, on peut évoquer, entre autres, la préservation de la virginité chez la fille jusqu'au mariage. Oui. On peut parler aussi de la recherche de la fidélité chez la femme au foyer, parce que l'organe principal qu'on ampute à la femme est supposé être l'organe qui est le siège du plaisir sexuel. Et donc, les anciens ont compris que quand on enlève ça à la femme, on lui enlève le désir d'aller vers les hommes. Ainsi, la fille n'aura pas le temps ou n'aura pas le désir d'aller vers un homme avant de se marier. La femme mariée elle-même n'aura pas envie d'aller vers un autre parce que l'acte serait déjà un châtiment pour elle. Et l'honneur de la famille ou des familles également d'avoir donc donné une fille vierge en mariage, ou bien l'honneur de l'homme d'avoir une femme toujours fidèle. Est-ce que vous voyez? Ce sont autant de raisons qui ont amené les anciens à adopter cette tradition. Mais quand on aura parcouru cela au niveau du grand 1, on dira, mais aucune de ces raisons n'est suffisante pour continuer avec cette pratique-là. Il y a donc nécessité de la supprimer. Et plusieurs raisons viennent à l'appui de ce point de vue, et ces raisons, on va les lister, entre autres, les saignements, les infections, la stérilité et la mort. On dit la mort et vous dites fidélité au foyer. On dit stérilité, vous dites virginité jusqu'au mariage. Mais ça ne tient pas. Vous répondez seulement par vrai ou faux à cette question. Est-ce que ce sujet-là de l'excision admet la consigne discussion? Oui ou non? Tel que nous venons de présenter. Oui. Oui, on peut lui donner aussi la question la consigne discutée. D'accord. Application, sujet, pour la deuxième possibilité, Olivier Marbeau pense, je cite, une femme qui gagne sa vie par son travail est plus incline à prendre son destin en main. Justifie cette affirmation. Top, c'est parti. Quels sont points champions? Lorsqu'on dit justifier, ça revient à commenter aussi. Et là, le sujet pose le problème de l'importance de l'autonomie financière dans l'émancipation de la femme. Et comme nous venons de le dire, donc c'est le grand 2 qui accueille ce qui découle du problème. Donc déjà, le candidat peut mettre grand 2, il saute la partie du grand 1 s'il veut, il met déjà grand 2. Importance de l'autonomie financière dans l'émancipation de la femme. Et le grand 1 va examiner donc des questions qui vont clarifier le sujet afin que le grand 2 puisse être bien compris. Alors, pour ce sujet précisément, la citation apparaît comme un conseil, comme une recommandation de Olivier Marbeau. Les femmes veulent toujours être émancipées. C'est une aspiration noble et légitime. Bien sûr. Mais elles n'y arrivent véritablement pas. Certaines femmes pensent que c'est en faisant des marches dans les rues ou bien en demandant aux honorables députés de voter des lois qu'elles seront émancipées. Les textes de loi existent, mais la réalité est autre. Olivier Marbeau donc conseille et il estime que il faut que ces femmes-là gagnent leur vie par leur travail, ainsi elles seront émancipées. Ainsi donc, nous allons examiner dans la première partie les obstacles à l'émancipation de la femme. Donc le grand 1 va s'occuper des obstacles à l'émancipation de la femme afin que le grand 2 puisse montrer que l'autonomie financière de la femme est en mesure d'écraser chacun de ces obstacles-là. Donc, grand 1, les obstacles à l'autonomie les obstacles à l'autonomie, à l'émancipation, de la femme. On peut citer entre autres la phallocratie.
et de l'homme. On peut citer entre autres le poids de la tradition et l'exclusion de la femme des instances de décision, etc. Et quand on aura cité ces obstacles-là, on fera une transition qui va annoncer quand même que la femme qui a une autonomie financière échappe à ces obstacles-là. Et donc, dans la deuxième partie, on va montrer comment est-ce que l'argent de la femme lui permet de ne plus rester sous des hommes phallocrates. Les hommes phallocrates se transforment. Vous savez, la phallocratie, ça vient du latin phallus, qui signifie pénis en érection. C'est la supériorité de l'homme sur la femme. C'est l'expression de la supériorité de l'homme sur la femme. Un phallocrate écrase la femme. Est-ce que vous voyez? Mais la femme qui a de l'argent au foyer, l'homme la respecte. C'est ça. Voilà. C'est ça. Les instances de décision dont elle est exclue, de la même façon, quand elle a de l'argent, on l'invite même parce qu'on sait qu'elle va sortir de l'argent pour contribuer aux dépenses, etc. Bien sûr. Voilà donc l'attitude à adopter en face des sujets qui ont la consigne commentée. Permettez que je dise, on peut additionner de ces consignes-là, ça ne change rien. On peut dire expliquer et commenter. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Sûr. Vous voyez, donc on va revenir sur commenter et discuter après. Voilà. Évariste Gokouno, avant de vous laisser partir, vous allez nous dire alors où est-ce qu'on peut en 5 secondes et très rapidement où est-ce qu'on peut avoir ce livre, ce document en vol pour une maîtrise maximale en dissertation. On peut l'avoir à la librairie Notre-Dame, tout comme on peut appeler le numéro 62 70 91 70 62 70 91 70. Merci beaucoup, merci Évariste Gokouno, merci d'avoir été des nôtres ce lundi. On va vous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais avant, on retrouve nos invités de Éducans qui vont se prononcer sur les mesures prises par le gouvernement pour le non-choix des séries avant le second cycle. On retrouve nos invités. Sophie, all the people who want,
L'incendie disait-il. L'incendie ravage le village et ses alentours et laisse femmes et enfants en pleurs. L'incendie ici n'est qu'une métaphore, car ici on parle de la mort qui rôde et ravage le village dont il s'agit. Les pleurs n'arrêtent pas la mort, le cercle de famille s'agrandit doucement. L'incendie se maîtrise et les pleurs cessent. Après la mort, le sourire revient dans le village. Les pleurs n'éteignent pas l'incendie. Les pleurs n'éteignent pas l'incendie. Voilà la belle reprise de Toron Stan pour introduire ce plateau de Éducons avec mes chers spécialistes, Prince Hubert Djogé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur certifié de lettres. Et il y a d'autres titres. Merci. Voilà. Grâce. À côté de vous, c'est Eddie Camille Koto, enseignant de lettres. Merci d'avoir accepté notre invitation, Camille. Merci pour la considération. L'intrépide Julio Tometti, enseignant, juriste, voilà. autre chose après. Voilà. Voilà, nous sommes dans Éducons et chers spécialistes, selon l'arrêté ministériel fixant les conditions de passage, de redoublement et de réorientation des apprenants dans les lycées et collèges d'enseignement secondaire général, les apprenants sont tenus de suivre toutes les matières jusqu'à l'obtention du BPC. Il n'existe plus donc la 4e et la 3e scientifique ou littéraire. Prince Hubert, décision salutaire. Décision salutaire, je vais dire, parce que cette décision entre bien en ligne droite avec les dispositions de la stratégie éducative du plan sectoriel de l'éducation 2018-2020. Bien sûr. Et cette option prise par les autorités n'est rien d'autre que ce qui est retenu et qui veut que l'éducation de base s'étende de la maternelle jusqu'en terminale. Alors donc, je pense que ce n'est qu'une décision qui vient pour replacer l'éducation béninoise à l'ère, à cette ère où nous sommes, dans cette manière de vouloir former des enfants bien équilibrés qui pourront avoir une large et parcelle de prise de décision pour aller vers tel ou tel emploi. Puisque le constat avec la formule qu'on a suivie jusque-là, avec les classes littéraires et scientifiques en 4e, en 3e, le constat est que ceux des classes de 4e littéraire fuient les sciences, alors que parmi eux, il y a des gens qui ont des aptitudes pour pouvoir aborder avec sérénité ces matières scientifiques qui permettent, j'allais dire, à tout apprenant de savoir affronter certaines difficultés de la vie. Et ceux des lettres, je ne remets pas en cause les lettres, ceux qui sont en lettres. Les lettres aussi nous permettent d'être ancrés dans les humanités, mais
humanité à côté de science, ça permet à un homme d'être très équilibré. Eddie, pour Prince, c'est salutaire, l'œil du spécialiste. Non, merci. Je pense que M. Prince il a abordé déjà l'essentiel. C'est vrai que c'est une décision qu'on pourrait applaudir au regard d'un certain nombre... Oui, au regard d'un certain nombre d'analyses. Comme il a dit, l'éducation de base désormais avec le plan sectoriel de l'éducation post-2015, donc 2018 à 2030, s'étend de la maternelle jusqu'en classe de terminale. C'est-à-dire qu'il y a des matières qui seront désormais communes à tous les apprenants jusqu'en classe de terminale avant de permettre à ces derniers de pouvoir opérer des choix futurs, donc après le bac. Deuxièmement, il faut dire que entre-temps, ce qui se faisait, c'est qu'à partir de la classe de 4e, donc juste après la classe de 5e, les apprenants étaient conviés à opérer un choix, soit aller en moderne court ou en moderne long. Moderne court où c'est sciences physiques et moderne long où c'est allemand, espagnol au choix. Cette mesure, entre-temps, ou plutôt à une époque plus vieille de l'éducation au Bénin, en fait, n'existait pas. Ceux qui faisaient les modernes longs, c'est ceux-là qui devraient continuer avec l'enseignement au second cycle, et en moderne cours, c'est ceux-là qui s'arrêtaient en classe de 3e. Mais les données ont changé. Je peux dire que dès la fin de la classe de 5e, les apprenants n'ont pas encore acquis une certaine maturité pour opérer un choix judicieux de série. Et donc, cela pose un problème. Quand on leur demande, par exemple, une fois en classe de 4e, de choisir d'aller en moderne court ou en moderne long, leur développement psycho-affectif, psycho-cognitif ou intellectuel ne leur permet pas encore véritablement d'opérer un choix pour l'avenir. Un autre niveau d'analyse, il faut dire que aujourd'hui, de plus en plus, les apprenants sont orientés vers les séries littéraires. Ce n'est pas un dégât à proprement parler, mais comme le collègue l'a dit, il se fait que pour développer une nation, on a forcément besoin des techniciens. Et les techniciens, on ne les forme pas en littérature, on les forme beaucoup plus en sciences. Nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de médecins, nous avons besoin de techniciens dans tel ou tel autre domaine. C'est d'abord les sciences. Pas pour dire que les matières littéraires sont à négliger. C'est les deux qui font en fait l'équilibre de l'intelligence humaine. Mais les apprenants aujourd'hui sont en grand nombre orientés vers ces matières littéraires-là. Ce qui fait que juste après l'obtention du BEPC ou même après l'obtention du bac, ils sont très limités dans les options qui leur sont proposées pour continuer les études universitaires. C'est ça. Ils allaient, il faut le dire, en littérature parce qu'ils... Pas suivisme. Pas suivisme, oui, imitation de leurs camarades, mais la raison fondamentale qui aujourd'hui frappe à l'œil, c'est la peur des matières scientifiques, la crainte des mathématiques et des sciences physiques. Et je pense qu'à ce niveau, il y a un travail de fond qui doit être fait pour que désormais les apprenants ne soient plus portés à vouloir s'échapper, je vais dire, par rapport aux matières que nous appelons matières scientifiques, mathématiques, physiques, qui en réalité ne sont pas difficiles. Et donc, on doit pouvoir démystifier ces matières, par exemple, pour créer un amour vis-à-vis de ces matières-là. Parlant de nos apprenants qui doivent aborder la classe de 4e ou la classe de 3e. Voilà. Très bien. Alors, Julio, pour Eddie, les apprenants en 5e n'ont pas encore la maturité pour opérer un choix. Pour moi, il ne s'agit pas d'un choix. Je vais déjà d'abord opiner sur la grande question. Ce choix ne me semble pas pas trop réfléchi ou pas trop salutaire. Parce que quoi, vous avez dit tantôt qu'il faut démystifier les matières scientifiques. Vous savez, quand vous avez votre enfant, quand vous suivez un élève, déjà en classe de CP, C1, CE2, vous savez vers quoi il est orienté. Vous savez dans quoi il est bon, ce qu'il peut faire. Et lorsque nous sommes aujourd'hui à une ère de spécialisation, et je suis de ceux qui pensent que il est inutile d'encombrer les enfants ou bien de les obliger à faire ce que normalement ceux vers lesquels ils ne sont pas portés. Il faut déjà en classe de 6e, en classe de 5e, on sait déjà
vers quoi généralement l'apprenant est porté. Il s'agira de l'accompagner, Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir eu à choisir. J'ai eu la chance d'avoir eu à choisir quand j'étais en 4e en 2001, je pense 2001. J'avais eu à choisir entre faire les séries scientifiques et faire les séries littéraires. Je vous avoue que en chimie et autres, je ne comprenais pas du tout rien. C'est ça. Si on m'y obligeait, c'est qu'on m'aurait fait du tort. Et j'ai pu braver mon BPC avec, avec une certaine assurance. Pour ne pas que, on soit en train de dire à l'enfant, faire ci parce que vous devez le faire. Je suis ceux qui pensent qu'il faut regarder l'enfant, il faut suivre l'enfant et l'orienter vers les options qui semblent être les meilleures pour lui. Et par rapport aussi à ce que la société offre. Pour les matières scientifiques, le problème ne se pose pas. Le problème se pose en termes de suivi, en termes d'accompagnement. Et comme mon ami l'a dit tantôt, il faut démystifier les matières scientifiques. C'est ça. Il faut les démystifier. Et qui n'est pas porté vers les matières scientifiques, ça ne veut pas dire que lorsque vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes plus rien dans la société. Vous n'êtes plus rien dans... Vous êtes beaucoup même lorsque vous n'êtes pas scientifique. Moi, je suis juriste et je me gobe de le faire. Je n'ai rien à envier à un médecin, à quoi que ce soit. Il y a les psychologues. Dans une société, toutes les options sont importantes, sont indispensables. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il est loisible de laisser le choix aux enfants. Lorsqu'on dit dans le plan secteur de l'éducation que l'enseignement de base va jusqu'en terminale, pour moi, c'est un faux truc. C'est un faux truc en ce sens que lorsque vous êtes en train de dire aujourd'hui, en termes de spécialisation, que on n'a pas besoin forcément d'aller en terminale, de franchir le bac. Ça veut dire que lorsque j'ai par exemple le BPC, l'enfant qui a le BPC, et qui s'oriente peut-être dans un métier qui puisse lui permettre de rapidement s'en sortir, il n'a pas fait l'éducation de base. Je pense qu'il faut que nous démystifions ce terme élitiste que nous avons de dire les diplômes. Quand dit l'enseignement de base pour moi, comme certaines personnes le disent, ça se termine au CM2. Après le CEP, on estime que celui-là a le minimum pour affronter tous les défis de la société. Et donc par rapport à ça, je pense qu'il faut regarder les choses et non quitter ce terme de ce que il faut que les enfants fassent tout pour qu'à un moment donné, ils aient plus le choix. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'aptitude. Très bien, merci. Alors, oui, Prince, oui. Je veux réagir par rapport à... Rapidement, oui. Rapidement par rapport à un point que mon collègue vient de soulever. Je ne suis pas totalement d'accord avec On y va, oui. Parce que l'ère actuelle, ce n'est pas les ères passées. Quand vous regardez, par exemple, en votre temps, au primaire, vous n'étiez pas exposé, par exemple, aux réseaux sociaux. Par exemple, aux technologies de l'information et de la communication. Ça ne vous influençait pas comme nos enfants d'aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas les mêmes réalités. Et puis, il y a eu des études qui ont été commanditées. Les rapports ont été déposés, analysés par des spécialistes de la question pour que cette décision soit prise au ministère. Donc, ce n'est pas que nos autorités qui nous gouvernent se sont levées du jour au lendemain et paf, ils ont pris la décision. Voilà ce que nous allons faire et ce coup de tête. Non, ce n'est pas ça. Il y a eu des études scientifiques de haut niveau qui ont été faites. Bien sûr. Et c'est au regard des données obtenues, analysées et documentées même que cette décision a été prise. Bien sûr. Donc, on ne peut pas comparer, notre temps, où moi j'ai fait par exemple la dictée éliminatoire au CEP. J'ai fait la dictée, mais on ne peut pas faire ça aujourd'hui, par exemple. Pourquoi? Parce que les réalités ne sont plus les mêmes. Et même en France, il y a le problème de vocabulaire, le problème de grammaire, le problème de faute qui se pose aujourd'hui là-bas. D'accord. Eddie, oui. Voilà les séries communes, voilà les matières communes. En fait, c'est vrai que nous avons l'impression que nous chargeons nos apprenants pour rien au regard du nombre de matières qu'ils sont obligés d'affronter dès qu'ils commencent le collège. Le problème d'orientation se pose. Mais alors, il faudrait se demander, mais est-ce que chez nous avons le dispositif pour orienter convenablement? Est-ce que les parents détiennent les ressources pour orienter? Et dire que le gouvernement, en fait, avec le plan sectoriel de l'éducation post-2015, est dans une dynamique de refonte du système éducatif pour impulser le développement socio-économique du pays. Et dire qu'aucun développement ne pourrait être atteint si nous ne prenons à bras le corps le volet science, le volet technique. En fait, c'est un peu ça. Et donc, on s'est rendu compte que les apprenants sont beaucoup plus orientés vers les matières littéraires. Pas que nous jetons du discrédit sur ces matières-là. Non, comme le collègue l'a dit, toutes les matières se valent dans une république. Mais lorsqu'on est un pays en développement et qu'on a un certain nombre d'objectifs
à atteindre, je pense qu'il est toujours louable de faire des options qui nous aident à atteindre ce développement au plus tôt. Et c'est dans cette lancée, je pense, que cette décision a été prise. Décision de permettre à tous les enfants désormais d'avoir une multitude de choix, mais des choix orientés beaucoup plus vers les matières scientifiques qui peuvent propulser au développement. Je vais dire... Très rapidement, oui. Oui. Si ce dispositif existait, on comprendrait. Mais il n'existe pas encore. Il vaut mieux donc permettre à tous les enfants ou tous les apprenants du Bénin d'aller au contact de toutes les matières, quitte à eux-mêmes, avec l'appui de leurs parents, d'opérer un choix à partir de la classe de seconde pour peut-être continuer les études. Et là, que l'éducation de base s'étende jusqu'en classe de terminale, en fait, c'est toujours par souci de ne pas jouer à la politique de 2 poids 2 mesures, ou plutôt de ne pas désavantager certains apprenants au profit d'autres. Permettre à tous les apprenants d'avoir le même background, les mêmes ressources intellectuelles. Et à partir de la terminale, l'option pourrait se faire. Julio, vous ne trouvez pas qu'effectivement que c'est pas souci de ne pas jouer à la politique de 2 poids 2 mesures, voilà. Et je suis d'accord, je suis un peu d'accord. Mais je suis un peu d'accord, c'est ça? Je suis d'accord totalement. Non, pas d'accord totalement. Je suis fondamentalement pour les libertés, fondamentalement pour les libertés. Et en ce sens, je pense qu'il n'est pas utile, de forcer les apprenants à tout faire. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est ça que mon cher Edi a dit tout à l'heure. Il faut démystifier, il faut trouver les mécanismes pour accompagner lorsqu'on veut développer les séries scientifiques pour des objectifs précis. Il y a eu un temps où, par exemple au Bénin, la série C s'est complètement vidée. Mais à un moment donné, au niveau de l'examen, on a constaté qu'à la base, quelque chose a commencé par être fait. Et que les apprenants, au fur et à mesure, ont commencé par revenir, par remplir les salles de classe dans les matières, dans les séries scientifiques. Donc, il faut trouver l'élément à la base. Et non, parce qu'en fait, le résultat, c'est quoi? C'est ça que je vous l'ai dit tantôt, c'est vrai, les techniciens se sont toujours réunis, comme l'avait dit, ont pris toutes les précautions, ont pris des décisions, et que dans 5 ans, on s'est rendu compte que vraiment cette décision n'était pas adaptée, ces mesures prises n'étaient pas adaptées à la situation, c'était carrément peut-être une mauvaise réponse à un réel problème. Et si nous sommes là, c'est pour opiner sur la question, c'est pour dire qu'il peut y avoir des failles. Et donc, il faut en tenir compte tout de suite pour que les mécanismes d'accompagnement soient mis en œuvre, pour que cette décision, que nous voulons que ça atteigne les objectifs, que cette décision vraiment puisse être salutaire pour les uns et les autres. Oui, Edi, très rapidement. Je pense que maintenir toutes les matières pour les apprenants au premier cycle ne pose aucunement problème. Vous savez, j'ai parlé de maturité intellectuelle, maturité psychologique. Un apprenant qui choisit par exemple d'aller en série littéraire à partir de la 4e, il peut arriver qu'en seconde, ses options changent, ses objectifs de vie changent, ses aspirations futures changent. Et là, il est très difficile, lorsque vous avez manqué de faire les sciences physiques et les mathématiques, bon, les sciences physiques surtout, puisque c'est de ça que nous parlons, quand vous n'avez pas eu la chance de faire sciences physiques en 4e et en 3e, il vous est difficile de rattraper cette matière-là en seconde. Et donc, je pense que c'est une belle initiative de laisser tout le monde faire la même chose jusqu'en 3e, quitte à opérer un choix lorsque la maturité a commencé par venir à partir de la seconde. Très bien, Prince. Alors, moi, je vois que c'est une décision salutaire. Et je répète cela. La seule chose où il y a 2 choses que je reproche peut-être à cette décision. C'est le temps pour pouvoir mettre en application cette décision. Selon le décret, selon l'arrêté, c'est à la rentrée prochaine que cette décision et cette décision sera mise en œuvre. Alors que cette année scolaire, nous avons des élèves qui sont déjà en modèle long en 4e. Il faut quand même cela commencer que quelque part. N'ont pas fait, ce n'est pas évident que ceux-là aient fait les sciences physiques cette année déjà. Et l'année prochaine, ils iront au BPC. Si c'est en 3e qu'ils vont encore renouer avec les sciences physiques, cela pose un problème. Et donc, les bases ne sont pas claires pour que ces enfants-là puissent se défendre au BPC et ça peut même plomber les résultats. Non, c'est pas ça. Et à ma compréhension, en fait, c'est par rapport à la 4e. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de classe de 4e moderne court, moderne long.
Et non, ça n'aura pas d'effet pour le BEPC 2020-2021. Ça n'aura pas d'effet. Mais à partir de l'année prochaine, des classes de 4e, il y aura plus cette séparation de moderne cours, moderne non. Et vous estimez que c'est normal? Très bien, c'est normal. C'est normal. Nous allons passer à autre question. Alors, au niveau de l'article 5 de l'arrêté, il est prévu plusieurs séries. Donc, nous avons, après le BPC, la série A1, A2, la série C et D, la série B, pour l'économie, A1, A2 pour les lettres, C, D pour les sciences et B pour l'économie. Pensez-vous effectivement, il dit que après le bac B, on peut entreprendre des études économiques, et dit, ou Prince on y va, oui? Ma réponse, c'est non. Non, il faut qu'on dise la vérité, qu'on essaye de savoir que ce que nous voulons, nous devons mobiliser les ressources pour pouvoir atteindre les objectifs. C'est comme ça. On a bien vu qu'à la FASEG, à la faculté de gestion oui. Et à l'UAC, mais ceux qui viennent ceux qui viennent avec le bac B n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas, ils ne tiennent pas. C'est seulement ceux qui ont fait la C, la D et quelques-uns en série G2 qui se débrouillent. Mais il y a l'économie quand même. Non, l'économie qu'ils font au collège, ce n'est pas l'économie qu'ils font à l'université, ce n'est pas la même chose. Et dit, oui, il y a quand même l'économie. Monsieur Djogui a tout dit. L'économie à l'université, en faculté de sciences économiques et de gestion, n'est pas la matière fondamentale. Au collège, on pourrait dire que c'est l'initiation à l'économie. Voilà. Et ce n'est que de la littérature. Oui. Mais dès que vous atteignez l'université, en FASEG, à la FASEG, pardon, c'est les mathématiques à un degré élevé. Et dire que ces apprenants, quand ils étaient au collège, n'ont pas vraiment suivi le même programme de mathématiques que leurs collègues qui sont en série C ou en série D. Donc, il se pose déjà un problème. Il y a un vide qu'ils ne peuvent malheureusement combler. Si bien que les apprenants qui ont fait la série B, qui vont s'inscrire en économie, n'arrivent pas, comme il a dit, ils n'arrivent pas à tenir. Et je me demande, ils vont où ils sont obligés d'aller dans les filières qui sont beaucoup plus portées vers la littérature, malheureusement. Et c'est pour ça que nous pensons, est-il encore opportun de continuer avec la série B? Point d'interrogation. Dans certains pays, en France par exemple, vous verrez que c'est un tronc commun pour tous les apprenants qui choisissent la littérature, et un tronc commun aussi pour ceux qui choisissent de faire les matières scientifiques, quitte à opérer le choix après le baccalauréat. Alors, est-il encore opportun de continuer avec la série B? J'ai posé la question à un collègue professeur d'économie, à deux, pour demander la série qu'ils ont fait quand ils étaient au secondaire. Ils m'ont tous dit qu'ils ont fait la D. C'est-à-dire, ils sont professeurs d'économie, mais ils ont fait la D. C'est-à-dire quoi, quand on prend les matières que nous avons en série B terminale, et déjà en première année à la FASEG, on voit que vraiment il y a un déséquilibre. L'apprenant qui vient de B ne peut pas, lui-même ne peut même pas oser. En fait, généralement, peut-être dans l'euphorie du baccalauréat de l'université, ils s'inscrivent, mais 2 mois, 3 mois après, ils disparaissent des amphis. Et donc, vraiment, je pense qu'il y a lieu de revoir et de remodeler par rapport au contenu. Eddie, quelles sont selon vous les causes de l'échec scolaire des enfants? L'échec scolaire peut avoir des causes qui se situent à plusieurs niveaux d'interprétation. D'abord, l'arsenal pédagogique. Oui. Quand je parle d'arsenal pédagogique, je parle du temps scolaire, je parle des matières, je parle de la qualité des enseignants, de la qualité de l'offre éducative, je parle des infrastructures, je parle du dispositif même mis en place par l'administration scolaire pour gérer le succès ou pour gérer le processus apprentissage, enseignement, apprentissage, évaluation. Je parle aussi de tout ce que les gouvernants mettent en œuvre comme mesure pour accompagner l'école. Et voyez-vous, les apprenants peuvent échouer parce que l'un quelconque de ces systèmes est défaillant. Au niveau étatique, soit c'est l'administration scolaire, ou c'est la qualité des enseignants qui pose problème, ou c'est le suivi scolaire des parents qui n'y est pas. Et il faut dire qu'en dernier ressort, les apprenants aussi peuvent avoir des insuffisances notoires, des insuffisances qui ne leur permettent pas forcément d'atteindre le niveau requis pour exceller en milieu scolaire. Oui. Voilà autant de raisons qui peuvent justifier l'échec. Oui, lorsque nous prenons les éléments que Eddie vient d'évoquer, il y a un élément fondamental qui est
le socle même de tout ce problème. C'est l'absence des parents. Nous sommes dans une société où les parents sont absents. Pas tous les parents. Non, quand nous prenons la grande majorité des parents, ils livrent les enfants au système éducatif. Les enfants sont à l'école, ils paient la contribution, c'est fini. Ils vont au service, ils coûtent derrière l'argent, et c'est le service. Et finalement, les enfants ne sont même pas coachés à la maison. La présence parentale n'est pas là. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent, et vous voyez ce qu'ils deviennent et ce qu'ils deviennent. Donc, les parents doivent être présents. Les parents doivent savoir que l'argent qu'ils cherchent là, c'est d'abord pour que leurs enfants réussissent. Mais si le parent n'a pas cette conscience-là, pour savoir comment canaliser l'enfant, être présent, tu as pris ton cours, tu as fait des exercices, alors fais et coacher d'abord l'enfant. Savoir que ce n'est pas le professeur ou bien le maître d'abord, c'est d'abord lui, parent, qui a envoyé son enfant à l'école, qui a ce travail-là à faire. Mais il y aura problème. L'enfant va faire ce qu'il veut. Puisque l'enfant n'a pas encore cette capacité de réflexion pour pouvoir juger les choses, pour pouvoir... L'enfant veut la liberté. Oui, Julio. Oui, c'est tous les acteurs. Moi, je mets au premier plan la responsabilité de l'État, les parents et la société d'une manière générale, c'est-à-dire les effets extérieurs qui peuvent influencer aussi bien le système éducatif, les parents que les apprenants. Et déjà, c'est déjà salutaire que les gouvernants, chaque jour, comme l'avons dit tantôt, réfléchissent à trouver des mécanismes pour améliorer la chose. Et donc, au premier plan, je mets les gouvernants. Moi, je pèse beaucoup plus la responsabilité sur eux parce que c'est vrai, c'est à eux que nous avons confié notre destinée. Ils ont la responsabilité de nous donner les meilleures pistes. D'accord, on me fait signe que nous sommes déjà à thème. Très rapidement, chacun sur la question passage en seconde avec le BPC. Oui. Le passage en seconde, entre-temps, était défini par l'obtention obligatoire du BPC. Oui. Aujourd'hui, avec ce nouvel arrêté, c'est que désormais, vous allez en seconde avec ou sans le BPC. Donc, avec la moyenne de classe, vous êtes en seconde. Avec le BPC, vous êtes en seconde. Et moi, je m'interroge. Est-ce à dire que les raisons qui soutenaient l'ancien arrêté ne valent plus aujourd'hui pour une interrogation? Je pense qu'il y a quand même un minimum de critères à définir pour le passage en classe de seconde. Parce que nous avons trouvé, par exemple, ou nos autorités ont trouvé que si les taux de réussite au baccalauréat ont chuté, c'est bien parce que beaucoup d'apprenants traversaient ou passaient le cap de la troisième sans obtenir le BPC. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on pense que même sans le BPC, on peut toujours continuer le cursus? Il faut vraiment qu'il y ait un minimum de mesures pour qu'on ait une garantie que nos apprenants qui passent de la troisième en classe de seconde ont quand même le niveau requis, parce que le BPC n'est pas forcément indicateur de la maîtrise de la classe de la performance. On peut aller composer juste ces 3 jours-là. Lorsque vous vous réveillez sous un ciel, un ciel étoilé, en tout cas meilleur, lorsque vous avez vos capacités intellectuelles, physiques, psychologiques en place, vous pourrez performer, alors que habituellement vous n'avez pas forcément ces performances. Très bien, merci. Oui, très rapidement. Alors, par rapport au passage au BPC, au passage en seconde, avec ou sans le BPC, bon, mais avec la moyenne de classe aussi, je crois que c'est une bonne option. Parce que l'enfant, on a des élèves qui ont la moyenne de classe, qui travaillent bien, qui peuvent tenir en seconde, mais qui malheureusement peuvent, en tout cas on ne sait pas comment ça se passe, ils peuvent échouer au BPC alors qu'ils ont la capacité qu'il faut pour pouvoir tenir dans cette classe-là. Il y en a également qui ne travaillent pas en classe mais qui ont le BPC. Donc on veut leur permettre de continuer. Bon, on va évaluer en son temps cette mesure aussi pour voir ses faiblesses et ses forces. D'accord. Oui, je veux dire deux choses très rapidement. Première chose, il ne faut pas penser peut-être à lever aussi la barrière du CEP et du baccalauréat pour permettre aux enfants, avec la moyenne de classe au CM, de passer en 6e, ou bien avec la moyenne de classe en terminale, de pouvoir s'inscrire à l'université. C'est ça. Si pour le BPC, on arrive à prendre cette décision, pour le bac aussi, qu'est-ce qui nous arrêterait? C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, chers spécialistes. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. On va revenir sur la question. Sommité, on est en sommité avec mes chroniqueurs. Mais d'abord, on écoute les citoyens de la rue. Donc, on ne peut pas se donner la mort pour quelqu'un. Mais ça n'a même pas de sens. À mon avis, ça n'a pas de sens. Si quelqu'un est dans l'ignorance, il le fait, pas ignorance. Mais ça n'engage que la personne. Mais on ne peut pas se donner. Mais on dit le plus souvent, un de perdu.
Donc la vie continue. En tout cas, moi je vais jamais faire ça. Jamais, 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 jamais. Avec tout ce flot de femmes. Si tu prends un sac là, sac jute, tu vas jonquer maintenant, tu vas ramasser des femmes dedans que tu peux même pas porter. Est-ce que tu vois, aujourd'hui maintenant à Côte d'Ivoire, moi je vais me prendre, je vais me faire tout là, non. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Il faut être malade pour le faire. Mais la dignité d'un homme, c'est l'entrejambe de la femme. Ça c'est vrai, c'est l'entrejambe. Mais quand la femme rend l'homme cocu, là tu n'es plus un homme. Baby boy, you don't know bitch about my malo. You don't get all you want. You don't do for me my malo. Eh, one you keep up with the calm. You may be like a one by one. Me you mean that the window. You the only love I know. Je disais mais tu me croyais pas. Je suis prête à tout pour vivre avec toi. Ce que Dieu unit, personne ne peut le détruire. C'est famille. Voilà, chers chroniqueurs, vous êtes encore revenus sur le plateau. Alors la question c'est, peut-on se donner la mort après une rupture de relation amoureuse? On a écouté les citoyens de la rue. Harim, là ici, votre point de vue sur la question rapidement. Alors, sur cette question, ce que moi je dis d'abord, c'est qu'il faut commencer par se questionner. Ce qui se passe actuellement à l'âge de 16 ans ou 15, quand nos jeunes frères atteignent cet âge-là, c'est-à-dire c'est l'âge à laquelle il faut s'attendre à toutes les folies. Oui. Et maintenant, il faudrait quand même qu'on ne verse pas l'eau du bain avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on arrive à demander, à faire la part des choses. D'abord, les enfants d'aujourd'hui, vous me permettez, hein, oui. J'y vais comme ça. Les enfants d'aujourd'hui, il faut leur demander d'abord qu'est-ce que c'est que l'amour. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et la majorité, je suis sûr que sur 10, on n'aura pas, même 5, c'est déjà trop. C'est déjà trop. D'accord? On n'aura pas 6. On n'aura même pas 3. Qui vous diront qu'est-ce que c'est que l'amour en réalité. Parce qu'on dit, peut-on se donner la mort après une déception amoureuse? Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Ce qu'ils savent, ces enfants, c'est que c'est mon gars, c'est ma go. On parle pas seulement des enfants, même des adultes. D'accord. Ce qu'ils savent, bon, voilà, des adultes également. Oui. Voilà, si c'est ça, c'est que ça change tout. Vous êtes adulte par exemple. Oui, c'est que vous donner la mort à cause d'une déception amoureuse. Si tout le monde devait voir une relation amoureuse comme telle que moi je la conçois, oui. Il n'y aurait pas de souci. Très bien, nous allons écouter l'avis des internautes avant de passer à Amaou. Osana dit non, c'est un péché de se donner la mort après une rupture amoureuse. Il faut toujours surmonter ça. Une rupture fait mal, certes, mais en tout malheur, il y cache quelque part une leçon à tirer. C'est une redirection. Nous écoutons Fineste qui dit la déception peut m'amener à tuer, mais pas à me tuer, je m'aime trop. Eric Christian Aounou, quant à lui, dit pure idiotie et faiblesse mentale. C'est quoi se donner la mort quand une relation amoureuse n'a pas marché? La faute incombe à qui? Se coupe-t-on les jambes quand une paire de chaussures vous sert ou ne vous suffit plus? Et Lydie Bokova de dire rien ne pourra jamais justifier ce fait que je déplore sincèrement. Mais pour tout dire, ça dépend des circonstances et du mental de chacun. Très peu l'admettront, mais à un moment ou à un autre, on y a tous pensé, ne serait-ce que l'espace d'une seconde. Le reste se décide dans
dans les réflexions qui suivent l'idée funeste. Enfin, Marcel dit, une déception amoureuse est une blessure qui se cicatrise dans un temps relativement court. Une autre personne finit par reconforter et montrer que l'amour est comme les voies de l'Éternel. Se suicider est une faiblesse psychologique que certaines déceptions amoureuses n'arrivent pas à surmonter. Et c'est humain. Sur la dernière question, se suicider est une faiblesse psychologique? Si ce suicide est une faiblesse psychologique, malgré la décharge que vous avez reçue, est-ce qu'on peut parler de faiblesse psychologique? Oui, si c'est une décharge que vous avez reçue et que vous n'arrivez pas à supporter et que vous vous suicidez, c'est que c'est de la faiblesse. Mais également, se suicider demande beaucoup, n'est-ce pas, de force. Force et de courage. Hein? De force et de courage. C'est-à-dire que je ne voudrais pas, n'est-ce pas, que nous fassions une lecture un peu superficielle, n'est-ce pas, de la question du suicide. Et ceux qui se suicident, n'est-ce pas, c'est des gens qu'on appelle sur le plan du rapport aux autres, n'est-ce pas, sont peut-être faibles, n'est-ce pas, mais c'est beaucoup, n'est-ce pas, de courage, beaucoup de capacité qu'il leur faut. Apparemment, Arim Nassisi veut retoquer. D'abord, il n'a pas fini. Hein? Maintenant, pour revenir à la question première, est-ce que une rupture amoureuse, est-ce qu'une question d'amour peut amener, n'est-ce pas, un suicide? Arim disait, n'est-ce pas, que les enfants d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une question d'enfants d'aujourd'hui. Et Roméo et Juliette, au XVIe siècle, n'est-ce pas, sous la plume de William Shakespeare, et à la suite, n'est-ce pas, nos compatriotes Franco Lotti dans les enfants qu'on appelle les fantômes du Brésil, n'est-ce pas, ce n'est pas des enfants d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est peut-être des enfants, mais pas des enfants d'aujourd'hui nécessairement. La question de suicide qu'on appelle après une rupture amoureuse est une question qui existe certainement depuis, n'est-ce pas, des lustres. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire? On sait que ça existe. Est-ce qu'il faut le faire? C'est ça, c'est la grosse interrogation, hein, Amaou. Ceux qui en viennent, n'est-ce pas, à se suicider, si vous leur posez la question au départ, ils vous répondront non. C'est une question de mental? Oui, c'est une question. C'est une question. C'est une faiblesse, n'est-ce pas, d'un moment. Voilà. N'est-ce pas, par rapport à une situation. Maintenant, se suicider demande de la force. Réussir ça demande de la force, et puis il y en a qui ont cette force-là. D'accord. Oui. Ce qu'on doit savoir, ce que je disais à l'entame, c'était que d'abord, tout est dans la conception. Je dis, si tout le monde concevait avec moi, c'est-à-dire si on était d'accord que la manière dont moi je conçois les relations, c'est-à-dire dans une relation, soit ça marche, soit ça passe ou ça casse. Si ça marche, c'est que c'est l'idéal. D'accord? Maintenant, lorsque ça ne marche pas, c'est que ça casse et que je prends, je fais les conclusions et tire les leçons. Maintenant, il faut savoir une chose. Se tuer, se donner la mort est un péché. Parce que Dieu qui vous a donné la vie, d'accord? Si vous vous tuez, c'est un péché. C'est tout comme si vous avez arrêté, c'est que vous tuez un être humain. Vous êtes tué, vous vous êtes donné la mort. C'est un péché d'abord. Il faut savoir, ce qui se passe là, si au départ, moi-même, je me dis que dans cette relation, soit ça marche, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Si c'est ça, alors, si dans le cas échéant, je tire les conclusions, je tire mes leçons. Je ne dois pas me tuer, quel que soit ce qui se passe. Je suis d'accord, n'est-ce pas, avec Arim, que qu'il faut s'attendre, n'est-ce pas, autant à la réussite qu'à l'échec, quelles que soient nos entreprises. Je suis absolument d'accord avec ça. Maintenant, quant à la question du péché et de Dieu, je ne suis pas dans ce registre. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Pour que tu puisses dire ce que tu veux pas c'est la Bible, c'est un livre de référence. Tout le monde n'a pas la Bible pour référence, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut parler, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de qu'on appelle en termes de société, en termes, n'est-ce pas. Je n'aime pas vous voir
voir dans cet exercice. Si c'est ça, c'est que dit que on donne raison à l'internaute qui dit simplement que c'est une faiblesse littéraire. Je n'aime pas vous voir dans cet exercice de contradiction. Nous sommes à la fin, malheureusement, de l'émission. Ça va se passer hors antenne. Chers téléspectateurs, oui, voilà, à la fin de l'émission Stop. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut.